Bonjour, je suis Marie-Odile Plançon, chargée de mission pour l'éducation inclusive au secrétariat général de l'enseignement catholique. Vous êtes nombreux à vous poser la question de l'accueil des élèves qui présentent des comportements difficiles. Problème pour l'élève, sa famille, problème pour la classe, mais aussi problème pour l'enseignant, qui doit sans cesse rechercher des ajustements, souvent dans une situation qui le met dans un dilemme entre l'animation de sa classe et la centration nécessaire sur l'enfant qui met en difficulté le groupe. Pour répondre à cette problématique, nous avons sollicité l'ISFEC Saint-Julien, centre missionné pour l'éducation inclusive, qui organise une formation spécifique autour de cette question. Merci donc à Thierry Chevalier, qui a permis cet échange, à Fabienne Péris, qui a coordonné l'action. Nous allons laisser la parole à Eliane Fournel et Marie Gallardeau, formatrices à l'ISFEC, qui ont accepté de construire ce temps de sensibilisation et d'échange en réponse à vos questions. Je les en remercie chaleureusement. Notre temps de travail s'arrêtera à 18h30, mais si nécessaire, nous prolongerons la réflexion par des documents ou un nouveau temps d'échange, notamment pour répondre aux nouvelles questions que vous nous adresserez et que nous ne pourrions traiter ce soir. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Marie Gallardeau. Bonsoir à tous, je suis Eliane Fournel. Oui. Nous voulions tout d'abord vous remercier pour le nombre de questions que vous nous avez envoyées et vous dire aussi que nous avons construit notre diaporama en tenant compte d'un maximum de ces questions, même si, comme l'a dit Marie-Odile tout à l'heure, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions tellement elles étaient nombreuses et variées. Donc, nous allons tout d'abord vous donner quelques définitions de ce qu'on entend par un comportement difficile, terme qui est souvent subjectif puisque chaque enseignant a un seuil de tolérance différent et le même comportement peut être considéré comme difficile par un enseignant alors qu'il ne l'est pas par un autre. Puis, donc, nous proposerons 3 niveaux de réflexion, une entrée institutionnelle, une entrée pédagogique et une entrée relative à la posture professionnelle de l'enseignant. Nous avons regroupé les questions qui sont arrivées en amont, en essayant donc de les classifier, et nous avons déterminé quelques entrées par rapport au comportement difficile. C'est ce que Eliane vient de vous expliquer sur la différenciation entre les difficultés comportementales et les troubles du comportement, les symptômes dont nous parlerons succinctement, mais que vous retrouverez dans un diaporama plus complet, et enfin les éléments qui nous questionnent, avec forcément des réponses qui vont être multiples. Alors, un élève a un comportement difficile, nous dit Jean-Claude Richoz, lorsqu'il demande tellement d'attention et d'énergie que l'enseignant ne peut plus enseigner et s'occuper du reste de la classe comme il devrait le faire. C'est un élève qui prend toute la place, qui est omniprésent, un élève qui dérange vraiment la vie de la classe et de l'école. Alors, il dresse 3 profils de ces élèves. L'élève qu'il appelle perturbateur, ça va être celui qui cherche à attirer par tous les moyens l'attention de son professeur, mais aussi des autres élèves, par son bavardage, par des chahuts, par des pitreries, par exemple, qui ne respecte pas les règles de vie, le plus souvent. Deuxième profil, un élève agité, il ne tient pas en place, il n'est jamais assis, il fait du bruit avec son matériel, il parle fort, il est impulsif dans ses actes et dans ses paroles aussi. Il a du mal à rester attentif, il se déconcentre facilement. Et puis, le dernier profil, l'élève qu'il appelle opposant, qui lui va être dans l'affrontement, qui va refuser de faire ce qui lui est demandé, qui va refuser de travailler, qui va être dans la provocation, parfois dans la violence. Il est souvent impliqué dans les conflits avec ses pairs, voire avec les autres adultes, avec les adultes de l'établissement. Donc, tous ces comportements-là se retrouvent soit les uns ou les autres, soit les uns avec les autres parfois. Mais est-ce une difficulté ou est-ce un trouble? La question est difficile.
Si l'on veut agir réellement sur le comportement des élèves qui vont être jugés perturbateurs, il va d'abord falloir comprendre ce qu'ils ne comprennent pas du jeu scolaire. Si l'on veut comprendre pourquoi certains élèves n'agissent pas en classe de la manière attendue, il faut aussi se donner les moyens de les observer et de recueillir auprès d'eux la signification qu'ils donnent à telle ou telle situation. Sylvie Castin, les travaux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour différencier la difficulté du trouble, nous propose une grille qui est très intéressante et vous pouvez d'ailleurs sur son site avoir ces différents travaux, ces articles. Cette grille nous paraît très intéressante car elle va cibler à la fois des indicateurs qui vont être de l'ordre de la fréquence, de la durée, de l'intensité, de la constance et de la complexité. Et selon ces 5 entrées, vous allez voir que si nous sommes du côté de la difficulté, nous verrons que la fréquence des situations, des difficultés comportementales vont être dans la moyenne des enfants de leur âge. Par contre, si nous sommes plutôt du côté du trouble, nous allons voir qu'il peut y avoir plusieurs, voire 3 ou 4 incidents par semaine, voire plusieurs fois par jour. Nous n'allons pas détailler toute la grille, mais je vous conseille donc de vous porter sur les travaux de Sylvie Castin pour à la fois analyser les situations et comprendre si nous sommes du côté de la difficulté ou du trouble. Attention, nous tenons à vous spécifier qu'en aucun cas, un enseignant n'est habilité à poser un diagnostic médical qui est du côté du trouble. Toutes ces difficultés, elles vont se traduire par de multiples difficultés, excusez-moi. D'un côté, la difficulté de secondariser, d'élaborer, de mentaliser, la difficulté de maintenir leur attention, de répéter des efforts, leur difficulté à être autonomes et responsables dans leurs apprentissages, leur difficulté à ne pas accepter d'être au centre du jeu, ils sont toujours dans le jeu JE, et la difficulté enfin de prendre en compte facilement tous les types de changements que vous allez pouvoir amener l'élève à vivre au quotidien. Donc en résumé, nous pouvons avoir des comportements que l'on va juger agaçants. C'est Thierry Troncin qui a dégagé ces indicateurs, mais qui peuvent être perturbateurs, certes, mais que l'on va pouvoir circonscrire, ou qui peuvent l'être. Ces comportements perturbateurs, qui vont être inscrits dans une problématique individuelle, et enfin, qui vont peut-être voir pathologiques, nécessitant des prises en charge, qui vont être croisées et spécialisées. Toujours est-il que cela va nous amener à recouvrir donc des réalités qui vont être très différentes dans la classe, à appeler des analyses qui vont être très contextualisées, à conduire à des réponses qui doivent être construites collectivement, individuellement et ou collectivement. Pour penser ces situations, nous allons avoir plusieurs axes, plusieurs étapes, plusieurs temps. Un temps d'observation, un temps où on va interroger les autres collègues, les parents, les autres professionnels de l'éducation, où nous allons identifier les besoins des élèves, où nous allons faire des hypothèses par rapport à leurs besoins et où nous allons avoir une liste pour répondre à ces besoins. Et enfin, pour l'accompagner, nous allons mettre en place différents aménagements, de la différenciation, pour au mieux accompagner cet élève. Des textes de loi, un cadre institutionnel nous invite justement à prendre en compte les besoins des élèves. Par exemple, la loi de 2019 pour une école de la confiance consacre un chapitre à la mise en place d'une école inclusive. Et il nous est dit que l'objectif, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, est d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves, de la maternelle au lycée, de prendre en compte leur singularité, leurs besoins éducatifs particuliers. Donc l'école inclusive, qu'est-ce que c'est? L'école inclusive, c'est une école qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de chacun des élèves et qui doit prendre
un ensemble de mesures pour répondre à cette diversité. C'est bien l'école qui doit prendre ces mesures, l'école qui doit s'adapter, et non l'inverse, l'élève qui doit s'adapter à l'école. Il nous est précisé aussi que la présence d'une aide humaine, une AVS, une AESH, n'est pas un préalable à la scolarisation d'un élève en situation de handicap. Alors on retrouve dans ces textes de loi, on retrouve l'importance du climat scolaire. Par exemple, dans la loi de 2013 pour la refondation de l'école, on nous dit que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne, en redynamisant la vie scolaire, en prévenant, en traitant les problèmes de violence et d'insécurité. Et dans la loi de 2019 sur l'école de la confiance, on nous dit aussi que seul un cadre scolaire serein peut permettre aux élèves de s'épanouir pleinement dans les apprentissages et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment un élément central dans l'élévation du niveau général des élèves. Donc, l'importance de s'appuyer sur le climat scolaire et de créer ce climat scolaire, être conscient de cela et faire tout, mettre tout en œuvre pour que dans nos écoles, dans nos établissements, se crée un bon climat scolaire, avec la prise en compte de chacun des besoins des élèves, qu'on retrouve aussi, ces deux aspects, la prise en compte des besoins et l'importance du climat scolaire, on retrouve cela dans le référentiel des compétences professionnelles, des métiers, du professorat et de l'éducation. C'est vraiment dit clairement, prendre en compte la diversité, installer une relation de confiance, bienveillance, maintenir le climat propice à l'apprentissage, etc. Donc, ce sont vraiment des axes à prendre en compte et des axes qui peuvent contribuer à faire en sorte que chacun se sente bien à l'école. Et quand on se sent bien, on est content de venir et on est content d'apprendre, on se sent en sécurité et donc on peut correspondre ensuite à ce que nous demande l'établissement scolaire. C'est vrai pour les élèves, c'est vrai pour les enseignants également. Nous avons pensé les différentes réponses qui arrivent sur différents niveaux. Du côté de l'institutionnel, du côté du pédagogique et enfin du côté de la posture professionnelle et personnelle. Mais d'abord, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par besoin. Donc, un besoin, ça s'apparente à une nécessité vitale et il appartient à plusieurs domaines, physiologiques, psychologiques et également relationnels. Souvent inconscient, le besoin se manifeste sous différentes formes. Sous la forme des sensations, par exemple, la sensation de faim va annoncer le besoin de manger. La sensation d'être transparent peut annoncer un besoin de reconnaissance dans une classe, par exemple. Et puis, sous forme de comportement. Et là, la manifestation des besoins en termes de comportement peut prendre vraiment des formes très variées selon les individus. Un comportement de repli sur soi, par exemple, peut correspondre à un besoin de se sentir en sécurité. Un élève qui va couper la parole très souvent peut correspondre à un besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être entendu, il a besoin d'exister, d'avoir sa place dans le groupe, et donc il va se manifester pour qu'on lui reconnaisse ce besoin-là. Nous sommes appuyés ensuite, pour déterminer les besoins, sur plusieurs auteurs, dont Bruno Aigron, qui a identifié 6 axes de besoins à partir d'une grille. Vous avez donc le fonctionnement sensorimoteur, le fonctionnement psycho-affectif, le fonctionnement psychosocial, le fonctionnement cognitif, les processus d'apprentissage et enfin la relation au savoir. Nous reviendrons un petit peu plus loin sur un exemple d'un besoin identifié par Bruno Aigron et nous vous renverrons dans la bibliographie à un article très complet sur ces 6 besoins. Donc, pour déterminer les besoins, comme vient de vous le dire Marie, on peut s'appuyer sur ceux qu'a répertorié Bruno Aigron. On peut aussi s'appuyer sur les besoins relationnels, les 5 besoins relationnels vitaux dont parle Jacques Salomé, qui sont le besoin de se dire avec ses mots, le besoin d'être entendu sur le même registre,
Par exemple, quand quelqu'un nous dit j'ai froid et qu'on lui répond mais il y a 28 degrés, on ne répond pas sur le même registre, on ne l'a pas entendu. Donc, besoin de se dire avec ces mots et d'être entendu, le besoin d'être vu et reconnu tel qu'on se sent, le besoin d'être valorisé, valorisé dans le sens avoir de la valeur, avoir une place, être bien et être responsable, être autonome dans l'endroit où on se trouve, le besoin d'intimité, avoir son jardin secret, un espace, un temps pour soi, et puis le besoin de rêver, de créer, d'imaginer. Et ces besoins qui sont souvent maltraités dans notre société, Jacques Salomé nous dit que s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent engendrer des comportements de violence. Ils engendrent même des comportements de violence. Donc c'est vraiment important de les satisfaire. On peut aussi s'appuyer sur la classification des besoins humains réalisée par Abraham Maslow, qui donc sont présentés sous forme de pyramide. Au bas de la pyramide, on a les besoins qu'il appelle physiologiques. Donc, il s'agit du respect de la vie de chacun, c'est-à-dire manger, boire, éliminer, dormir, etc. Dans ces besoins-là, on peut mettre aussi les besoins physiques, qui sont le besoin de bouger, de s'aérer, de se déplacer, etc. On a là toute la question des rythmes scolaires, par exemple, de l'importance d'aménager des pauses dans la journée pour des enfants qui ont besoin de bouger, et puis pour des enfants qui ont des troubles, par exemple, de l'hyperactivité, eh bien, respecter les besoins qu'ils ont de bouger en leur permettant de se déplacer, en leur permettant d'avoir tel ou tel aménagement, c'est important. Ça conditionne le besoin qui est juste au-dessus et qui est le besoin de sécurité, qui est souvent appelé méta-besoin, tellement il est important aussi, qui correspond au cadre, un cadre qui est posé, qui est tenu, avec des règles et des limites, et qui peut donc se retrouver et permettre aux élèves d'avoir des repères quand on présente un emploi du temps, quand on a des rituels, quand on a une certaine régularité, quand il y a de la cohérence dans ce qu'on entreprend, quand il y a aussi de la bienveillance, etc., etc. Juste au-dessus, on va avoir le besoin d'appartenance, qui est aussi un besoin d'identité. C'est important de se connaître soi pour aller ensuite et accepter les autres. Donc, besoin de reconnaissance. Tout ce qu'on peut faire autour de la connaissance de soi, de la reconnaissance, de l'empathie, de la coopération, des projets coopératifs, tout ce travail-là va permettre aux élèves de satisfaire ce besoin d'appartenance. Au-dessus, on va avoir le besoin d'estime. Donc ça, c'est la mise en situation de réussite, la mise en valeur de chacun des élèves. On retrouve là encore la connaissance de soi et la reconnaissance. On retrouve tout le travail qu'on peut faire autour de l'auto-évaluation, en mettant, en rendant visibles les progrès, tout le travail qu'on peut faire autour de la place de l'erreur aussi, de la métacognition. Voilà, penser, créer, argumenter, débattre, avoir une place, être reconnu, faire partie du groupe, voilà, servir à quelque chose, avoir sa place. Et donc s'estimer et être estimé des autres. Et puis, au sommet de la pyramide, on a tout ce qui est réalisation de soi, besoin de s'accomplir. Donc, donner du sens pour s'accomplir et pour se réaliser, on a besoin de mettre du sens, donner du sens à ce qu'on fait pour avoir le plaisir et le désir d'apprendre. Et puis, proposer donc pour l'enseignant une pédagogie qui permette de faire des choix, mais qui permette aussi d'avoir des responsabilités qui conduisent à une certaine autonomie pour satisfaire les besoins précédents dont on vient de parler. Voilà. Alors, pour l'analyse des besoins, nous vous donnons un exemple tiré de l'ouvrage de Bruno Aigron. C'est le fonctionnement psychosocial qui va nous amener ensuite à travailler sur le cadre. Nous allons avoir un certain nombre d'observables. Est-ce que l'élève respecte les règles de vie sociale? Est-ce qu'il a des relations avec autrui qui sont satisfaisantes, adaptées? Est-ce qu'il maîtrise son comportement? Cela
Peut-être est la manifestation de besoins éventuels. Est-ce que, avec cet élève ou avec un groupe d'élèves, nous avons besoin d'établir des règles qui vont être des règles du vivre ensemble? Est-ce que nous avons besoin d'identifier son rôle dans le groupe? Est-ce qu'il a besoin, comme vient de l'énoncer Eliane, d'exister en tant qu'individu, pouvant s'affirmer et donner son avis? Est-ce qu'il y a un fort besoin de cadre? De ces besoins éventuels, nous allons dégager des propositions pour la classe. Par exemple, rédiger ensemble un règlement pour la classe. Pour le temps méridien, donner des consignes qui vont être précises aux ASEM, qui surveillent les repas, par exemple. Mais cela peut être aussi pour les surveillants, dans un collège, dans un lycée. Les moyens de communication que l'on peut avoir avec le personnel de restauration, qui peut être lui aussi confronté à des situations qui vont être un peu difficiles. Peut-être que l'on peut mettre aussi en place des conseils de paix, des conseils d'élèves. Prendre des responsabilités, en tout cas permettre à l'élève d'avoir une responsabilité qui va être au service de tous dans la classe. Peut-être mettrez-vous en place aussi des conseils pour la gestion de conflits. Enfin, il y a des formations pour que les élèves deviennent aussi médiateurs dans les écoles élémentaires, au collège ou au lycée. Donc ce sont autant de paramètres que vous allez pouvoir mettre en place, observer des besoins éventuels et enfin les propositions que l'on peut mettre en place. Nous sommes toujours du côté de l'institutionnel, parce que ce qu'il est important, c'est de penser l'école, de penser la classe pour aider l'élève à gérer toutes les relations interpersonnelles et de gérer son environnement social. C'est un des besoins identifiés par Bruno Hégon. Le système de vie scolaire doit permettre à l'élève d'intégrer le règlement intérieur et le fonctionnement de l'école. Il doit aussi lui permettre de structurer et de gérer ses relations sociales et affectives. Nous l'avons vu tout à l'heure, les espaces, le règlement intérieur, le climat scolaire, la vie scolaire, tout ce qui va se mettre en place, et enfin tout ce qui va relever de l'ordre de l'empathie. L'importance du cadre aussi. Le cadre est vraiment quelque chose de primordial pour justement satisfaire le besoin de sécurité. Donc, Dominique Ginet disait que le cadre est un ensemble de constances à l'intérieur desquelles les processus peuvent se dérouler. Il agit comme un support, comme un étai, et nous ne le percevons que lorsqu'il se modifie ou qu'il se casse. Donc le cadre, la plupart du temps, est muet, mais il devient parlant quand il est malmené. Et ces différents cadres qu'on a à l'école s'enchâssent, s'imbriquent les uns dans les autres selon 3 niveaux principaux. On a d'abord le cadre juridique et institutionnel avec tout ce qui concerne les textes officiels et les lois. À l'intérieur de ce cadre, il va y avoir le cadre de l'établissement, de la classe, en articulation projet de classe, projet d'établissement. Et puis, à l'intérieur encore, on va retrouver le cadre interne de l'enseignant et le cadre des élèves. Donc, ces cadres s'enchâssent et s'imbriquent, et l'important est vraiment qu'ils soient en cohérence, que les élèves puissent trouver de la cohérence à l'intérieur de ce cadre. N'oublions pas que suivant la façon dont chacun se positionne par rapport au cadre posé, eh bien, le résultat obtenu est différent. C'est ce qu'on voit dans les 2 illustrations qu'on vous a mis à côté. Le cadre doit être à la fois souple et à la fois dur, c'est-à-dire ferme, mais sans être rigide pour que chacun ait un espace dans lequel il puisse évoluer. Il faut vraiment qu'on trouve un juste milieu avec beaucoup de bon sens et surtout qu'on fasse attention à la cohérence et à la continuité pour que ces cadres jouent leur rôle de contenant et permettent à chacun, à l'intérieur du cadre, justement, d'évoluer. Le cadre, lui, ne change pas, mais à l'intérieur, on peut évoluer et on est rassuré et donc on peut avancer. Alors on peut avancer et justement comprendre le monde qui va nous entourer et gérer son environnement physique. Et on peut aussi aider l'élève donc à mettre de la distance en structurant et en gérant les relations sociales et affectives et en soutenant et en renforçant les comportements attendus. Ce qu'il est important,
c'est de toujours verbaliser l'implicite. Nous sommes souvent dans une école de l'implicite et nous devons absolument, avec ces élèves qui n'ont pas compris le monde peut-être qui les entoure, en tout cas le monde scolaire, à verbaliser au maximum et à lever tous les implicites de l'école. Enfin, valoriser les comportements adaptés. C'est important de ne pas souligner les comportements qui vont être inadaptés, mais de valoriser ce que l'élève, petit à petit, acquiert en termes de comportements adaptés. Il serait important, par exemple, à la fin d'une journée, d'une matinée, de pouvoir dire à l'élève, ah, tiens, aujourd'hui, tu vois, tu n'as pas coupé la parole à tes camarades. Peut-être qu'il ne l'a fait, il l'a fait 8 ou 9 fois dans la journée, mais c'est mieux que la veille où il l'avait fait 15 fois. Valider positivement et régulièrement les acquis cognitifs et comportementaux. Avoir des attentes qui vont être accessibles par l'élève. Ne pas lui demander plusieurs choses à la fois, ne pas avoir plusieurs objectifs par rapport à des comportements qui vont être multiples, mais cibler à chaque fois un comportement adapté. Rester à l'écoute de l'élève. Eliane l'a souligné, nous sommes vraiment dans une école de la confiance et il faut que, par rapport aux observations que nous allons faire, par rapport à ce que nous allons entretenir comme relation avec l'élève, rester à son écoute. Et enfin, il y a une dimension importante, c'est celle de la communication avec les parents. Comment on aide aussi les parents à comprendre ces implicites de l'école et comment, une fois qu'ils les auront bien compris, ils vont pouvoir aussi aider l'élève à lever ces implicites. Donc, dans ce système de vie scolaire, et vous voyez que nous continuons à rester dans l'institutionnel, il y a un cadre clair et explicite qui va l'inscrire dans une temporalité. Et puis un cadre qui va l'aider aussi à structurer et à gérer son environnement temporel. Donc aider l'élève à s'inscrire dans et gérer son emploi du temps quotidien et hebdomadaire est fondamental. Dans le diaporama plus complet, vous aurez des illustrations de ce que vous pouvez mettre en place par rapport aux emplois du temps quotidiens et personnalisés. Signaler explicitement le début et la fin des activités habituelles de la classe, avec peut-être des outils de visualisation du temps. Les aider à comprendre les moments d'attente pendant les temps d'apprentissage, en verbalisant toute la succession des tâches qui vont être demandées. Enfin, atténuer toutes les causes susceptibles d'amplifier certains traits du comportement de l'élève, tous ces différents temps dont nous venons de parler. Aménager les temps de récréation, lorsque cela est nécessaire. Les temps de pause, qui doivent faire aussi l'objet d'une vigilance très particulière, car on sait que ce sont sur ces moments-là que le vide s'installe et que le vide psychique va provoquer chez l'élève des difficultés de comportement. Donc on l'a dit, structurer et gérer le temps, mais structurer aussi et gérer l'environnement spatial. Penser, définir les différents espaces de la classe, aménager les lieux, prévoir un sas. Certains d'entre vous n'ont pas les espaces suffisants pour pouvoir le faire, mais vous pouvez, à un moment donné dans la semaine, à un moment donné de la journée, dire qu'on va aménager autrement le lieu de la classe pour pouvoir prévoir des temps de classe que l'on va qualifier de flexibles. Définir aussi l'utilisation du matériel avec les élèves. Et enfin, penser la place de l'élève, avec lui, avec les autres et avec vous, bien entendu. Nous allons maintenant arriver sur la partie du niveau pédagogique où nous avons repris certaines de vos questions puisque vos interrogations étaient celles de comment on va gérer l'hétérogénéité des élèves. Comment on va prendre en compte aussi le groupe classe quand il y a un ou plusieurs élèves qui ont des difficultés de comportement et qui accaparent quelque part l'enseignant. Que va-t-il falloir prioriser? Nous allons parler un petit peu de différenciation, d'aménagement, à travers des réponses multiples que vous retrouverez aussi dans le diaporama plus complet. Dans la différenciation pédagogique,
nous n'allons pas nous attarder parce que c'est, je suppose, votre pratique au quotidien, mais mettre une attention particulière sur la passation des consignes, sur l'organisation de leur bureau, sur l'organisation des fiches de l'activité que vous donnez à faire, sur l'organisation du lieu différent s'il est nécessaire. Certains élèves ont besoin d'être au calme dans un coin de la classe. Vous allez aussi veiller à ce que vous sortiez très rapidement l'élève de ces blocages. Certains élèves n'arrivent pas à commencer la tâche sans que vous ayez dit un petit mot, vous soyez assis à côté d'eux et essayez de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris, justement, de la consigne. De valoriser les productions lorsqu'elles sont correctes, plutôt que de signaler systématiquement les erreurs. Et enfin, on l'a souligné tout à l'heure, autoriser l'élève à se déplacer. Autorisez-le peut-être à travailler debout 5 minutes, donnez-lui un joker sur la table. Tu auras le droit aujourd'hui de travailler debout, un temps limité, mais autorisez-le à se déplacer car c'est un besoin physiologique. Enfin, nous avons mis un petit accent sur l'évaluation, parce que cette évaluation, elle doit être pensée toujours dans une dimension positive, et non par rapport au manque, par rapport à la norme. On va valoriser les acquis plutôt que marquer les erreurs. Vous pourrez vous référer pour cela aux travaux d'André Antibi, qui a travaillé sur le système d'évaluation par contrat de confiance. Même chose sur son site, vous trouverez de multiples articles qui parlent donc et de la constante macabre et de ce système d'évaluation par contrat de confiance. Mais l'idée, c'est que l'élève, quand il peut signifier qu'il se sent compétent, il va peut-être essayer plusieurs fois sur des exercices similaires avant d'être évalué. Ses réussites vont être gardées dans une pochette, par exemple. La validation de la compétence par l'enseignant va se faire à partir de ses réussites. Pensez peut-être aux arbres des connaissances, aux ceintures de connaissances. On parle beaucoup des ceintures de comportement, mais on peut aussi mettre en place des ceintures de connaissances. Bien évidemment, tout cela va s'inscrire dans le socle commun de connaissances et de compétences et de culture, et enfin aux grilles de référence, qui doivent être une base pour nous tous. Ce qui arrive là, ce sont toutes les stratégies d'enseignement et de posture de médiation qui ont été ciblées en fait par Claire Goulet, qui est une formatrice à l'ESP de Strasbourg, et qui va déterminer que en fait toutes nos stratégies d'enseignement qui vont être donc classées comme celles que vous voyez apparaître à l'écran vont avoir des effets sur le comportement des élèves. Plus un enseignant va ritualiser l'annonce du programme de la journée, par exemple, l'explicitation des demandes qu'il va faire par rapport à une tâche, les objectifs qu'il va avoir, toutes ces méthodes vont permettre de prévisibilité de l'apprentissage et vont réduire l'angoisse de l'inconnu. C'est ce qui correspond à la réduction de l'incertitude et la construction d'un sentiment de sécurité dont on a déjà parlé. L'évitement des moments de vide de la pensée et la construction d'un espace de réflexion, tout cela va se faire à travers des consignes courtes, des supports de travail qui vont déjà être prêts, l'évitement de l'inaction quand le travail est terminé et grâce à des activités autonomes anticipées et vont permettre d'être occupé en permanence, ce qui évite à l'élève de devoir se protéger de l'intrusion de ses pensées parasites par l'agitation. Enfin, toutes les activités de transition dont nous parlions tout à l'heure va permettre la prise en compte de la fatigabilité et des tensions qui peuvent arriver. L'étayage, enfin, dont nous avons parlé, méthodologique, la fourniture d'outils d'aide, les affiches, les schémas d'action, etc., l'adaptation des attentes, les traces provisoires que l'on va garder, qui rendent les erreurs effaçables, mais vont permettre à l'élève de prendre le risque de donner à voir à autrui quelque chose de leur intérieur et de se soumettre à un jugement extérieur, ce qui est très compliqué pour eux. Cela va réduire la peur de l'erreur et de la frustration, l'apprentissage et la reconstruction progressive d'une image positive de soi. Toutes les manifestations d'évitement que vous pouvez avoir, de contournement pour échapper au travail scolaire, ne sont pas reprises. La réponse de l'enseignant est une remise au travail
allez, ici, nous sommes en classe, nous sommes là pour travailler. Et les échanges entre les élèves et l'enseignant vont rester des interactions pédagogiques. Cela nous amène à l'évitement des échanges concernant le comportement et la centration sur le scolaire. Et enfin, le relais progressif que l'on va passer à l'élève dans la gestion de ces manifestations comportementales, grâce à la conscientisation de celles-ci et des circonstances de leur apparition, le positionne comme un spécialiste de ses besoins et nous amène à la restitution d'une position de sujet. Alors, que mettre en place? Vous avez été nombreux à nous poser des questions par rapport aux enseignants. Comment on peut aider les enseignants? Comment on peut aider une équipe? Comment on peut aider l'enfant, l'adolescent à retrouver sa place? Et comment peut-être réagir à certaines provocations? Nous abordons maintenant la question de l'entrée de la posture professionnelle et personnelle. Donc la posture, c'est la manière langagière et cognitive de s'engager dans une tâche. Ça correspond en fait aux pensées, dire, faire qu'une personne met en place en réponse à une situation ou à une tâche donnée. Cela a été modélisé par Dominique Bucheton et on voit bien les interactions qu'il y a entre ce qu'on observe, ce qu'on entend, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, etc. Et les personnes donc peuvent changer de posture autour de la tâche selon le sens nouveau qui est attribué à la situation. Donc, on a un contexte et à partir de ce contexte, on a une compréhension de la situation qui va nous permettre de mettre en place telle ou telle action, de dire telle ou telle chose. Donc, la posture, c'est ça. Ainsi, il est intéressant que l'enseignant s'interroge, soit conscient de cette posture qui change suivant la situation donnée et qu'il s'interroge sur la façon dont il peut donner du sens à ce qu'il propose aux élèves, sur la façon dont il peut favoriser une atmosphère propice à la construction des apprentissages, sur la façon de convaincre tel ou tel élève de ses possibilités d'apprentissage, par exemple la visibilité des réussites, l'estime de soi, etc. Sur les conditions qui vont faciliter pour tel ou tel élève l'appropriation du savoir, donc les interactions, l'accompagnement, les aménagements, etc. Tout ce dont on a déjà un petit peu parlé. Mais en tout cas, cette posture des enseignants est importante et conditionne la réussite aussi des élèves. Donc les enseignants peuvent avoir différentes postures dont Marie va vous parler maintenant. Voilà. Alors, nous avons repris les principes des postures des enseignants que peuvent avoir les enseignants dans l'ouvrage de Bruno Aigron. Et même chose, vous aurez un diaporama donc plus conséquent, donc nous n'allons pas nous étendre, mais toujours est-il que nous avons trouvé intéressant que ces principes soient énoncés. Le principe de bientraitance, le principe d'empathie. Vous avez entendu dans les propos d'Eliane l'importance de ce principe. Le principe de cohérence entre nos actes et nos paroles. Le principe de professionnalisme. Le principe d'exemplarité. Le principe d'authenticité. Le principe d'égalité et le principe d'équité. Ces 8 principes sont fondamentaux pour que, justement, l'enseignant puisse travailler et amener l'élève à avoir toute confiance et respect mutuel. Donc on a déjà présenté cette diapositive, donc on va passer à la suivante. Simplement revenir peut-être sur les façons dont l'enseignant peut s'interroger et ce qu'il peut mettre en place, c'est-à-dire pour favoriser justement ce travail avec les élèves par une posture qui soit acceptable et qui soit compatible avec chacun. Par exemple, travailler en projet, par exemple, faire attention à la clarté cognitive, c'est-à-dire donner les objectifs précis pour un travail donné, de façon à ce que les élèves puissent mettre du sens
proposer un travail coopératif, proposer un cadre contenant dont on a aussi beaucoup parlé, essayer de favoriser dans la mesure du possible un climat qui soit un climat de travail et un climat serein, où chacun a sa place et où chacun a une tâche à faire, où chacun a une responsabilité, etc., etc. Tout ce dont on a déjà parlé et qu'on détaillera un peu plus loin. Quand nous sommes enseignants, nous avons en face de nous différents types d'élèves. Et selon les types d'élèves, les chercheurs se sont aperçus qu'en fait, les enseignants avaient des réponses différentes. Par exemple, face à un élève que l'on va qualifier d'attachant, cet élève va amener l'adulte à exprimer de la bienveillance, de l'indulgence, de l'intérêt. L'élève que l'on va qualifier de préoccupant, lui, va susciter chez l'adulte de l'intérêt, un surinvestissement, une volonté presque de sauver cet élève. Enfin, l'élève qui va être indifférent, que l'on va qualifier d'indifférent, va provoquer de notre part une relation qui va être dénuée d'affect, avec peu d'empathie et du désintérêt. Et le rejeté va générer chez nous de l'exclusion et du désintérêt. Et donc, il est important que nous sachions, nous enseignants, quel type d'élève va peut-être, auquel nous allons être le plus sensibles. Cela peut aussi nous aider à objectiver les observations que nous allons faire pour que justement il y ait la part de l'affect qui soit minimisée. Prendre en compte aussi la communication non verbale va nous permettre d'appréhender les comportements et les attitudes des jeunes. Mais ce sont autant de messages à tenter de comprendre pour continuer à travailler avec ces élèves. Nous avons maintenant qualifié des postures qui sont à éviter pour des postures à favoriser. Essayez, quand on est enseignant, de ne pas comparer, mais plutôt de respecter la singularité de chacun. Essayez de ne pas être dans la compassion, mais plutôt dans l'empathie, nous l'avons déjà longuement développé. Essayez de ne pas générer de la souffrance, mais plutôt favoriser des situations de réussite, de ne pas renvoyer l'élève à quelque chose de négatif et ainsi amplifier sa souffrance. De ne pas porter de jugement de valeur sur les pratiques éducatives familiales, comme parfois il peut arriver, mais être plutôt dans les échanges et comprendre que toute pratique éducative familiale a valeur et que en quoi pouvons-nous apporter un jugement de valeur. Ne pas entrer dans l'intimité de l'élève, mais rester dans son jardin, mais respecter son jardin secret, comme le disait Eliane, à travers les besoins de Salomé. Pas de rabaissement non plus par rapport à un travail, mais plutôt une analyse objective d'une production ou d'un comportement. Et enfin, pas d'exclusion, mais une possibilité de se ressourcer dans un espace dédié à la classe, et nous en reparlerons tout à l'heure dans la gestion d'un protocole de crise. Parce que le parasitage de tout cela, tous ces perturbateurs au sein de la classe, vont peut-être amener l'élève à un empêchement de penser. Nous nous référons là aux travaux de Serge Boimard, que vous pourrez lire, l'enfant et la peur d'apprendre, les empêchements de penser, etc. Tout cela va perturber le déroulement des opérations intellectuelles qui vont être nécessaires à l'apprentissage. Et ces désordres vont alors qui peuvent être de l'ordre instrumental ou de l'ordre du comportement, vont effectivement amener l'élève à avoir des manifestations qui peuvent être qualifiées de perturbatrices. Si nous faisons un petit tour du côté des apprentissages, attention à la double tâche que vous allez pouvoir donner à l'élève. En effet, quand on est dans un fonctionnement mental habituel, toutes les routines, ce sont des automatisations et on a peu de consommation cognitive. L'apprentissage des tâches complexes nous amène à quelque chose qui n'est pas routinier, avec des difficultés, avec une consommation cognitive qui va être intense. La double tâche que parfois nous donnons à nos élèves va faire appel à l'automatisation des routines qui sont sous-jacentes, qui est obligatoire pour la réussite des deux tâches simultanées.
Ça, c'est une condition de la réussite plus. Mais quand nous donnons une double tâche de écrire et d'écouter en même temps, de lire et d'écouter le camarade à qui on va devoir succéder à la lecture, etc. Tout cela peut entraîner et s'avérer être une double peine. Dans le fonctionnement mental, dans les fonctions préservées, toujours peu de consommation cognitive, les apprentissages d'axes complexes et mise en jeu des secteurs 10, on est dans la consommation cognitive intense et l'élève ne va plus avoir assez de ressources pour réfléchir, pour comprendre, pour mémoriser. Et donc, vous allez vous retrouver avec des élèves qui doivent lire et comprendre, écrire et orthographier, écouter et mémoriser, etc. Ce qui va les amener à l'échec dans la tâche dite de haut niveau, qui est la compréhension, mémorisation, apprentissage, etc. Ou alors l'échec dans les deux tâches. Nous allons passer sur cette peur d'apprendre que vous retrouverez dans le diaporama. Mais toujours est-il qu'il est important de comprendre que la peur d'apprendre de ces élèves va se traduire par l'instabilité continuelle que vous avez pu noter, l'intolérance à la frustration, le refus de s'identifier à celui qui sait et le désir de l'agresser, le besoin de fuite devant tout travail intellectuel. Les questions que vous nous avez aussi envoyées en amont portaient sur comment on va intéresser, comment on va provoquer la curiosité d'apprendre, pour concentrer l'attention sur la séance, la tâche, que va-t-il falloir prioriser? Ce sont des projets pédagogiques. Nous avons déjà parlé de la différenciation pédagogique. Continuons dans cet espace. Ce que je ne peux pas faire, même si je suis aidée, ça, on est dans la rupture. Je veux que ce soit moi qui décide, dit le petit dessin, dit le petit bonhomme. Mais est-ce que je peux le faire avec de l'aide, dans ma zone proximale de développement? Est-ce que je peux faire sans aide, en toute autonomie? Donc la pédagogie différenciée, c'est diversifier. Nous ne reviendrons pas sur ce petit schéma qui s'affiche petit à petit. Voilà, mais vous avez le temps de lire ainsi tous les... Et pour vous donner un exemple, par rapport à un problème lié au travail à fournir. Pour un élève qui a des difficultés à écouter une histoire, par exemple, on va savoir comment procéder dans telle ou telle situation scolaire. Vous allez pouvoir mettre en place des étiquettes qui vont indiquer ce que l'on attend de lui, écouter, réfléchir, proposer une réponse, une idée. Il va falloir utiliser en même temps les mêmes outils et les mêmes supports dans les différents espaces de la classe ou hors de la classe. Et donc, comment faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les élèves? Alors, il est d'abord important de bien se connaître et de s'apprécier pour pouvoir aller vers les autres. Ça, on l'a déjà dit. Mais il est vrai que l'être humain, plus il réussit à se connaître, plus il prend conscience qu'il est capable de penser seul, plus il est capable de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il réussit, sur ce qu'il ne réussit pas, plus il va renforcer ce qu'on appelle sa sécurité affective, et donc plus il sera capable de se confronter à l'autre, et plus il sera capable d'apprendre. C'est pour ça qu'il y a deux axes qui sont vraiment importants à travailler, quel que soit l'âge des élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. Le premier, c'est se découvrir soi pour accepter les autres. Donc, tout le travail qu'on va pouvoir proposer autour de la connaissance de soi, autour des émotions, va contribuer à rassurer, va permettre de remporter la sécurité et va donc renforcer aussi ses besoins d'appartenance et d'estime que peut avoir chacun. Donc, le travail de découverte de soi-même et puis tout ce qu'on peut faire pour développer l'empathie. C'est Serge Tisseron qui nous dit que pour lutter contre la violence et contre le harcèlement,
à l'école, au collège, au lycée. Il faut absolument amener les élèves à développer leur empathie. Donc, tout le travail sur l'empathie, qui est lié aussi au travail de connaissance de soi, va permettre de renforcer la sécurité de chacun et va permettre de développer un meilleur rapport aux autres. L'empathie étant la capacité de se mettre à la place de l'autre sans se confondre avec lui-même, la capacité à comprendre l'autre. Ça n'est pas la sympathie, ça n'est pas la compassion. Et d'ailleurs, il y a un livre dont on vous a mis les références en bibliographie, qui s'appelle « Cultiver l'empathie à l'école » et qui est vraiment une mine pour des idées à mettre en place très facilement. Et vraiment, c'est quelque chose, moi, auquel je crois et qu'il est important de mettre en place. Donc, travailler sur ces deux actes, se découvrir soi par tout un tas de moyens et développer l'empathie pour aller vers l'autre. Donc, pour se découvrir soi-même, on a tout un tas d'exemples, on ne va pas y revenir dessus, vous pourrez les observer parce que je crois qu'on est un peu limite au niveau du temps. Faire un travail spécifique autour des émotions, les 4 émotions primaires notamment. Donc, vous verrez aussi plein de choses qu'on vous propose. On peut construire des cartes repères, savoir ce qu'on peut faire. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire? Quand je suis triste, qu'est-ce que je peux faire? Etc. Travailler aussi sur le champ lexical de la colère, de la tristesse, de la joie, etc. à partir d'albums ou à partir d'histoires racontées. Et développer l'empathie en utilisant donc la médiation des émotions, provoquée notamment par la mise en jeu du corps, à travers des activités physiques, du théâtre, des jeux de rôle, avec tout un tas d'exemples qu'on vous propose aussi et que je ne vais pas détailler là, mais qui vous seront proposés sur le diaporama qu'on mettra en ligne pour ressentir avec l'autre, pour communiquer, pour sentir, pour percevoir, pour se concentrer sur ce que pense et ce que fait un tel ou un tel. Donc, travailler l'altérité. Dans certaines de vos questions que nous avons regroupées pour la dernière partie, il s'agit de conflits, de crises, de gestion de situations de conflits ou de crise, de groupes classes en souffrance, vous nous demandiez comment réagir, et du avant, du pendant et du après avec les réponses collégiales. C'est ce que nous allons développer maintenant par rapport à la situation de crise. Nous sommes dans une cascade de l'agir, avec des colères, avec des angoisses, des peurs, des colères, et avec un passage à l'acte. C'est la crise de colère que l'on va pouvoir vivre chez le petit enfant, mais aussi parfois chez des adolescents qui ne peuvent plus se maîtriser et qui ont des pulsions comme ça de colère qui sont un peu parfois désarmantes et déstabilisantes. La colère, elle va avoir 3 phases, avec une phase d'escalade, on va dire, ensuite une phase de la crise, qui elle, là, est facilement observable, et enfin la post-crise, que l'on va devoir penser aussi en termes dans le protocole de crise. Alors, dans l'escalade, que va faire l'enfant ou l'adolescent? Ils vont s'agiter, ils vont avoir un regard un peu autre, ils vont avoir le corps tendu, ils vont avoir les poings fermés, ils vont commencer à taper du pied, à prendre un objet, etc. Mais pendant cette phase, ils vont encore se laisser aborder, ils vont pouvoir encore exprimer ce qu'ils ressentent. Ce que vous allez pouvoir faire, vous, en tant qu'enseignant, c'est de repérer tous ces signes précurseurs qui vont être observables et vous allez pouvoir lui parler, essayer de comprendre ses émotions et les lui faire verbaliser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te dérange, etc. Vous connaissez très bien vos élèves. Juste de façon à ce qu'eux aussi les repèrent, ces signes, et soient capables de les comprendre et de les saisir. Voilà, parce que plus tard, vous le verrez dans le protocole, c'est que l'important, c'est qu'on puisse amener l'élève justement à conscientiser suffisamment ses besoins pour qu'il puisse dire lui-même qu'il a besoin justement d'un sas pour pouvoir aller exprimer autrement sa colère. Pendant la crise, souvent, l'enfant, l'adolescent, ne vous entend plus. Donc,
quelque chose à faire et puis d'autres à ne pas faire. C'est facile à dire, pas toujours facile à vivre. En tout cas, accepter la possibilité d'un contact physique qui va être relativement contenant. Avoir une attitude qui va être ouverte et ne pas être sur la défensive. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile à vivre que... Voilà. Adopter des attitudes et des gestes qui vont être sécurisants. Et puis contrôler ses émotions et garder son sang-froid. Rester calme. Et ça, c'est aussi difficile. Et puis les choses à ne pas faire, c'est renvoyer l'enfant ou l'adolescent à son agressivité, insister sur l'agressivité qu'il a déployée, porter un jugement de valeur sur ce qu'il vient de commettre, de le culpabiliser, ou parfois de banaliser, avoir un ton agressif. Tout cela, ce sont des choses à ne pas favoriser en tout cas. À la post-crise, l'enfant ou l'adolescent, vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà constaté, il est complètement épuisé. Il va pouvoir peut-être pleurer, chercher un contact physique ou encore se réfugier dans un coin. Il va avoir des spasmes qui vont être fréquents, un rythme respiratoire qui va redevenir beaucoup plus lent. Donc là, mais cela va se faire parfois, pas dans l'immédiat, mais peut-être l'après-midi, peut-être le lendemain, revoir avec lui la situation qui l'a amené à faire une crise de colère, pour l'aider à comprendre qu'il y a d'autres moyens pour exprimer une frustration, à imaginer d'autres réponses et à identifier surtout les conséquences de la manifestation qu'il a eue et à réparer. Donc comprendre pour prévenir, c'est décrire la situation de crise, c'est analyser le contexte de l'incident, c'est identifier les éléments qui vont être significatifs en présence du ou des protagonistes et toutes les interrelations qui se sont jouées. C'est cerner des paramètres déstabilisateurs qui vont être matériels, humains, qui ont éventuellement amplifié les effets de la crise. Et on va en déduire des facteurs de risque qui vont être les signes annonçateurs d'une nouvelle crise et sur lesquels on va pouvoir travailler avec l'élève et que vous allez avoir comme autant de repères quand vous voyez l'élève s'agiter. Donc, quand on va penser la situation de crise, on va essayer en équipe d'élaborer un protocole de crise en imaginant en amont, en termes de prévention, tout ce que l'on va pouvoir mettre et tout ce que nous avons essayé de vous expliquer en peu de temps, mais cela fait partie de la prévention pour travailler avec l'élève. Pendant la crise, comment on va penser en termes de dispositif la gestion d'un élève en situation de crise dans la classe, voire hors de la classe? Qu'est-ce qu'on va proposer à cet élève? Qu'est-ce qu'on va lui proposer en termes d'espace, de ressources humaines, de modalités de réintégration dans la classe? Comment on va contractualiser ce retour dans la classe avec lui? Du côté de l'élève, on va l'amener à s'interroger sur ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, qui est impliqué dans le problème, les conséquences de ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire pour ne pas avoir de nouveau ce comportement, ce que le groupe classe peut faire pour l'aider, ce que les adultes peuvent l'aider aussi à faire, ce qu'il peut faire pour réparer. Et enfin, dans le renforcement, l'évaluation périodique du comportement et la valorisation d'un comportement plus approprié. À côté, on vous a mis un petit document que vous retrouverez aussi. C'est le document qu'a élaboré Pascal Mignovota sur la circonscription de Lyon 5, Lyon 1er, où elle a mis avec des enseignants tout le résultat des travaux qu'ils mènent en classe. Raconte la dernière fois que tu as été en colère. Vous pourrez lire voilà, la chaise complémentaire du mur, des émotions, qui va offrir un espace symbolique pour se centrer sur soi et ses ressentis. Et quand un élève en a besoin, il peut venir s'asseoir sur la chaise des émotions avec son carnet intime, son carnet en jeu, où il va pouvoir écrire une phrase, par exemple, comme celle que vous avez, voilà, parce qu'il y en a un qui l'a tenu par les épaules, je suis en colère parce que Keisha m'a tenu par les épaules, etc. Le petit coin de repli aussi, auquel vous pouvez penser, parce que ce qui est important, c'est que l'enseignant, la scène, puisse signifier à l'élève qu'il a besoin d'un petit moment de répit, mais que lui aussi, il peut signifier par un pictogramme qu'il en a besoin. Et puis au collège ou au lycée, eh bien, on peut l'encourager et autoriser à solliciter, à rejoindre un adulte relais dans une démarche qui va être très contractualisée, mais pour qu'il puisse aussi
avoir un petit temps de répit et un sas de décompression. Donc enfin, penser la situation de crise, c'est bien penser ces trois choses en amont, le pendant et après la crise. Comment on va penser le dispositif de la gestion après la crise, le lendemain souvent? Comment on va aider l'élève à mettre des mots, à verbaliser pourquoi il a été violent, etc. Et comment on va travailler avec la famille? Contrat de conduite. Certains d'entre vous nous avaient demandé des exemples de contrats que l'on pouvait mettre en place avec des élèves. Et enfin, on va s'interroger, vous avez vu, c'est la même grille, mais sur du côté de l'équipe, de l'enseignant, du côté de l'équipe, avec toujours ces mêmes interrogations, la description, définition des limitations, les actions, les renforcements, etc. Mais dans ce dispositif, ne pas oublier l'auteur du passage à l'acte, l'élève qui a été en crise, les élèves du groupe classe et les élèves de l'école ou de l'établissement si nécessaire, les autres professionnels de l'école, la famille, car tous doivent être informés des suites qui vont être données, parce que cela, ça va rassurer sur le cadre qui a été rappelé, et vous avez vu l'importance dans tous les propos que nous avons tenus sur le cadre. Et ainsi, tout le monde est rassuré et en principe, quand ces protocoles de crise sont mis en place, on voit une nette amélioration dans les comportements des élèves. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Et bonne soirée. Allez.